Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée aux sources du droit public financier et en particulier ici, alors aux sources réglementaires, pas tout à fait, pas à proprement parler, puisque en sont exclus, ils font l'objet d'une vidéo dédiée, les actes réglementaires d'exécution des lois de finances. Actes réglementaires, vous avez vidéo et focus spécifique et dédié. Il est question du moment où la loi de finances vient d'être adoptée et un certain nombre d'actes qui peuvent être pris par le pouvoir exécutif pour modifier le contenu de la loi de finances, modifier les montants de cette loi de finances. On parle tout à la fois de décret d'avance, d'annulation de crédit, de transfert, de virement ou encore de report de crédit. Alors, pour ces aspects-là, qui sont bien effectivement des actes réglementaires, à savoir des actes pris par le pouvoir exécutif, par le gouvernement, soit sous la forme de décret, soit sous la forme d'arrêté, comme les reports de crédit par exemple, on est bien dans le cadre de l'exécution de la loi de finances, et en raison des particularités de ces actes réglementaires, plusieurs vidéos que je vous fournis en commentaire de cette vidéo vous indiquent les éléments, le cadrage juridique essentiel à retenir sur le sujet. C'est la raison pour laquelle cette présente vidéo sera centrée sur d'autres sources réglementaires que sont en l'occurrence les décrets qui ont été pris pour tout à la fois renseigner sur les modalités d'exécution des lois de finances au travers des acteurs essentiels de l'exécution budgétaire et de leur champ de compétences que sont les ordonnateurs et les comptables publics. Il est question depuis la LOLF d'un décret du 7 novembre 2012 consacré à la gestion budgétaire et comptable publique qui remplace un précédent décret de décembre 1962 qui était intitulé Règlement général sur la comptabilité publique. Alors, ces dispositions relatives à la comptabilité publique en général, on en trouve trace déjà depuis la Restauration. Le décret de 1962 est appelé le décret du centenaire parce qu'il est venu remplacer un précédent texte qui datait de 1862. Ce n'était pas le premier du genre, mais en tout cas, ici, il s'agit de comprendre la nécessité, au travers de cette déclinaison sous forme de normes juridiques, cette fameuse pyramide de Kelsen, que les dispositions contenues dans la LOLF, précédemment contenues dans l'ordonnance du 2 janvier 1959, nécessitaient des précisions, notamment pour une application sur le terrain dans le cadre des services administratifs des règles de la comptabilité publique. L'idée, c'est, comme je viens de le dire, d'identifier les acteurs, leur rôle, leur champ de compétences, et notamment si on prend l'exemple de l'exécution de l'opération de dépense, et bien finalement, qui fait quoi, qui engage la dépense, qui la liquide, qui donne l'ordre de payer, qui paye. Ces éléments, vous avez également la possibilité d'entrer dans le détail avec la vidéo consacrée aux modalités d'exécution des dépenses publiques. Mais ici, c'est effectivement une présentation générale que je souhaite vous faire et très brève sur ce dernier texte réglementaire qui date donc de novembre 2012. Avec une particularité que je tiens à vous signaler, l'espace-temps important entre le moment où la LOLF a été adoptée, 2001, et le moment où le texte de 1962 a finalement été modifié, 2012. Il s'est passé 11 ans entre 2001 et 2012, entre la LOLF et le GBCP, un temps très long au regard notamment des implications du texte LOLF qui ont notamment conduit à modifier le rôle du comptable public. C'est ce fameux agent qui est chargé tout à la fois de tenir finalement les caisses, les cordons de la caisse publique. Il est chargé d'encaisser les recettes publiques, il est chargé de payer les dépenses publiques. Il est le seul à pouvoir manier l'argent au sein de l'administration. Il a un rôle important à jouer puisque il ne va pas exécuter l'ordre de payer qui lui est donné par l'ordonnateur, qui peut être un ministre ou un préfet, puisqu'en définitive, il a un rôle de contrôle effectif à jouer. Il n'est pas censé acquiescer ou en tout cas ouvrir la caisse publique s'il estime, prenons l'exemple d'une opération de dépense, que cette dépense est irrégulière. Son rôle, c'est d'opposer un refus de paiement en attendant que les motifs d'irrégularité soient solutionnés. Ce rôle important suscite une responsabilité particulière. C'est parce qu'il a ce rôle à jouer que le comptable endosse une responsabilité personnelle à ce sujet.
c'est vers lui qu'on va se tourner s'il manque de l'argent dans la caisse publique, pas vers l'ordonnateur, pas vers le ministre, pas vers le préfet. C'est bien lui qui est en charge de garantir la régularité de la caisse dont il a la responsabilité. Et ces éléments justifient effectivement de préciser, d'entrer dans le détail des compétences respectives de l'ordonnateur d'une part et du comptable public d'autre part. Rôle qui a évolué avec la LOLF. On aura l'occasion d'en reparler. En effet, la LOLF a voulu, dans le domaine de la rénovation, de l'amélioration de la gestion publique, a voulu donner plus de responsabilités à l'ordonnateur, et ce faisant, finalement, c'est la frontière des responsabilités et des compétences entre l'ordonnateur et le comptable public qui a pu évoluer. Le comptable était, dans le cadre de l'ordonnance de 1959 et dans le cadre du règlement général sur la comptabilité publique de 1962, tenu d'exercer un contrôle exhaustif, systématique sur toutes les dépenses publiques. Depuis la LOLF, on aura l'occasion d'y revenir, ce contrôle n'est plus exhaustif. On estime que le comptable n'a peut-être pas à accorder un temps identique à toutes les opérations de dépenses. Je vais vous donner un exemple très concret. Est-il nécessaire que le comptable exerce un contrôle aussi pointu, en tout cas à l'identique, sur une opération de paiement du traitement des fonctionnaires, alors que sur le sujet, les choses sont relativement balisées par les textes, par les logiciels. Hormis fait de grève, tout agent public qui a réalisé ses heures de service a le droit au paiement de son traitement. J'ai envie de vous dire que sur ce niveau-là, à part effectivement fait de grève, il n'y a pas de complications, en tout cas de difficultés particulières pour l'exécution de l'opération de dépense. À l'inverse, imaginons une opération de dépense, nous sommes au ministère de la Défense, on achète un super bombardier, ce n'est pas une opération, en tout cas ce n'est pas une dépense récurrente, c'est assez ponctuel, c'est assez exceptionnel, ça mérite peut-être effectivement d'y jeter un œil plus pointu, notamment au vu des sommes qui peuvent être engagées sur ce type de dépenses. En tout cas, on peut supposer que pour ce type d'opérations ponctuelles, non récurrentes, importantes dans leur volume financier, eh bien, le comptable exerce un contrôle plus pointu qu'il ne le ferait, ou en tout cas qu'il n'opérerait sur les dépenses, par exemple, de personnel et du paiement des traitements et indemnités des fonctionnaires. Voilà, ceci explique déjà l'une des premières difficultés dans ce décalage dans le temps entre le remplacement de l'ordonnance de 59 par la LOLF et à sa suite le remplacement du décret de 1962 par celui de 2012, puisqu'en effet, durant cette période de 11 ans, on a assisté finalement à une période de flottement, puisque dans les faits, on avait bien conscience des implications du texte de la LOLF et de cette nécessité, par exemple, de faire évoluer les rôles respectifs de l'ordonnateur et du comptable. Donc très concrètement, Bercy a demandé à ses agents d'exercer un contrôle hiérarchisé de la dépense, c'est-à-dire qu'on hiérarchise les dépenses en fonction de leur importance, de leur récurrence, et donc techniquement, cela a conduit les agents comptables à réaliser des contrôles systématiques sur les opérations de dépenses à fort volume financier, ou en tout cas à risque, et à réduire les contrôles dans le cadre effectivement de ces opérations de dépenses récurrentes et de montants financiers moindres. Sauf que, on peut le comprendre ici, durant cette période, finalement, la pratique comptable s'est exécutée contra legem, puisque jusqu'en 2012, c'était bien le décret de 1962 qui trouvait à s'appliquer. Or, le décret de 1962 imposer un contrôle systématique de la dépense. Alors ce sont des éléments contentieux intéressants, importants, qu'il serait un petit peu prématuré d'évoquer dans un cours de licence 2, dans un cours de droit public financier. Par contre, pour ceux que ça intéresse, vous trouverez également sur cette chaîne YouTube des vidéos dédiées au cours de contentieux financier, et c'est un point que nous avons l'occasion d'aborder à ce niveau-là pour comprendre finalement comment le juge a pratiqué durant cet intervalle, alors que tout à la fois Bercy réclamait de ses agents un contrôle hiérarchisé de la dépense et non plus un contrôle systématique, et que le juge n'avait à sa disposition comme texte applicable que le texte de 1962,
qui lui préconisait donc ce contrôle systématique. Voilà, pour ces éléments en tout cas d'approche, en tout cas d'approfondissement à venir, qui bien évidemment, je le rappelle ici, sortent pour le coup du cadre du cours de droit public financier, donc globalement les étudiants en licence 2 ou les étudiants en licence d'administration publique sont peu concernés par cet aspect du cours, mais néanmoins commencer un petit peu à lancer un petit peu un filet pour vous faire comprendre les difficultés auxquelles on va se trouver confronté lorsque dans la succession dans le temps, les textes ne s'enchaînent pas de manière correcte d'un point de vue calendaire. Voilà pour cette présentation très rapide finalement de ces fondements réglementaires, finalement de ces textes d'application. La LOLF cette loi organique trouve une traduction réglementaire avec le GBCP, comme l'ordonnance de 1959 trouvait une mesure d'application au travers du RGCP. Ces mesures qui, en tout cas ces textes réglementaires qui apparaissent essentiels à la bonne exécution du texte organique. Bien évidemment, vous l'avez compris en débutant cette vidéo, l'approche ne serait pas complète sans faire un détour par les autres vidéos et focus proposés sur cette chaîne YouTube. Pour vous piloter au mieux, je vous renvoie aux commentaires figurant juste en dessous de cette vidéo dans lequel je vous communique les références des épisodes et des focus vers lesquels vous pouvez vous tourner pour approfondir vos connaissances sur les actes réglementaires d'exécution des lois de finances.